Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. À la veille de la mobilisation des fonctionnaires et des cheminots, premier test social pour l'exécutif, le Sénat a examiné en commission une proposition de loi centriste sur l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Elle marquera la fin du monopole de la SNCF, le débat à suivre. Autre chantier explosif, la réforme des retraites. Emmanuel Macron promet de clarifier les règles avec un système universel dans lequel, je cite, chacun bénéficiera des mêmes droits. Auditionné par le Sénat, le Conseil d'orientation des retraites relativise la dégradation des finances. Les réactions dans un instant. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le projet de loi de Marlène Schiappa présenté ce matin fixe à 15 ans l'âge minimal de consentement à un acte sexuel et crée un outrage sexiste. Deux mesures controversées. On en parle avec Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Quentin Calmet. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Ce sera la première épreuve de force sociale pour le gouvernement et pour les syndicats. L'occasion aussi de jauger la mobilisation. Demain, fonctionnaires et agents de la SNCF sont appelés à manifester avant le début d'une grève perlée que la CGT pourrait d'ailleurs contourner pour paralyser le trafic. Jean Brabier. Ce n'est qu'un avant-goût du grand mouvement de grève prévu à partir du 3 avril prochain. Et pourtant, les perturbations seront déjà importantes demain sur le réseau SNCF. Seul un quart des trains intercités circuleront, 40% des TGV, un TER sur deux, et en Île-de-France, seulement 30% des trains circuleront. Une mobilisation importante alors même que la CGT cheminot n'a pas appelé à la grève pour cette journée, préférant miser sur le grand mouvement qui débutera à partir du 3 avril. Une grève prévue en pointillé, 2 jours de mobilisation suivis de 3 jours travaillés, et ce jusqu'à fin juin. Mais un mail interne à la CGT cheminot dévoilé par le journal Le Parisien demande aux adhérents de perturber le trafic ferroviaire, y compris lors des jours travaillés, inadmissible pour le patron de l'entreprise publique. Qu'il y ait grève, c'est un droit constitutionnel. Mais lorsqu'il n'y a pas grève, il faut que tout le monde fasse ses efforts pour que le service public fonctionne pour les 4,5 millions de voyageurs quotidiens. Je trouve ça très grave. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Face à ce mouvement d'ampleur annoncé, la SNCF tente de s'organiser, notamment en empêchant de réserver des billets sur les jours de grève programmés. Une bonne décision pour la ministre des Transports. Je pense qu'il faut que la SNCF puisse avoir plus de visibilité sur le plan de transport qu'elle saura assurer pour ces jours-là, avant de vendre des billets aux voyageurs qui pourraient être en difficulté si effectivement ils n'ont pas de train. Le gouvernement attend désormais de voir l'ampleur des premières manifestations et vante sa volonté de dialogue avec plus de 70 réunions prévues avec les organisations syndicales. Pas sûr que cela suffise à démobiliser les cheminots qui se préparent à tenir sur la durée. Et on prend la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Saveria Rojek avec le premier invité du multiplex, c'est le sénateur socialiste Jérôme Durain. Absolument. Bonjour Jérôme Durain. Bonjour. Merci de répondre à la question. Vous serez demain, je crois, bien sûr, présent à cette manifestation, une grande mobilisation. Est-ce que vous espérez que ce soit le point de départ justement d'une grande mobilisation, d'une grande contestation contre les réformes du gouvernement ? Alors le mot qui est utilisé, c'est convergence des luttes, je crois. Moi, il me semble qu'il y a une exaspération qui existe dans le pays. Tout le monde a compris que ce gouvernement et que le macronisme, c'était quand même fait pour les gens qui avaient de l'argent dans les métropoles et que les autres qui sont ouvriers, salariés, ont du mal et souffrent dans la période. Donc je pense qu'il y a une exaspération sociale qui peut se catalyser dans le mouvement social qui monte. Vous croyez à cette coagulation des mécontentements ? On verra, mais en tout cas... on ne sent pas beaucoup de colère néanmoins. On ne sent pas de colère, on sent qu'il y a encore des gens qui sont dans l'attentisme. On sent des syndicats organisés, mais on ne sent pas de colère. On ne sent pas de colère, mais il y a quand même une forme de déception. Alors est-ce que cette déception se transformera en colère ? On verra dans les semaines qui viennent, mais je crois qu'on a compris ce qu'était le macronisme, qui n'était ni de gauche ni de droite, mais il n'est ni de gauche ni de gauche, et en tout cas il n'est pas social.
Quelle sera pour vous, en tant que socialiste, la prochaine étape de la mobilisation après la grande manifestation de demain? Écoutez, c'est une manifestation sociale, ce sont les organisations syndicales qui l'organisent, c'est leur boulot. Nous sommes un parti politique, on respecte cette mobilisation, on s'y associera et on laisse les syndicats faire. Vous êtes un parti politique justement, vous venez d'en parler, la Maison socialiste qui est en pleine reconstruction avec à sa tête désormais Olivier Faure. Le défi auquel il sera confronté, auquel vous serez confronté en tant que socialiste, c'est la fuite des militants, fuite des cadres vers La République En Marche et vers également le mouvement de Benoît Hamon. Il faut être concret, il faut faire des propositions, il faut travailler sur le terrain. Je crois qu'Olivier Faure, qui va avoir une petite période intercalaire, là, parce qu'il n'est pas encore officiellement Premier secrétaire, va devoir montrer qu'il est sur le terrain aux côtés de ceux qui ont besoin de lui. Mais par quoi il commence ce chantier de la reconstruction? Est-ce que c'est par la reconquête des militants, des notables? Non, je pense qu'il va falloir donner des signaux aux Français, aux gens qui nous attendent, et à tous ceux qui pensent que se soigner est difficile aujourd'hui, se loger est difficile, que le pouvoir d'achat c'est une question. Être socialiste, c'est d'abord parler de redistribution des richesses, et c'est, je pense, un des premiers signaux qu'il faut montrer. C'est les socialistes qui vont défendre cette voie-là. Écoutez, je crois que c'est notre vocation historique. Très bien. Merci beaucoup. Merci Jérôme Durin d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria. Et parmi les mesures qui inquiètent dans cette réforme de la SNCF, une concerne l'ouverture à la concurrence. À partir de 2021, les opérateurs privés pourront faire rouler leurs trains sur le réseau ferroviaire français, conformément d'ailleurs au calendrier fixé par l'Europe pour libéraliser le secteur. Au Sénat, une proposition de loi sera examinée la semaine prochaine pour anticiper la fin du monopole SNCF. Fabien Recker. C'est la fin du monopole de la SNCF. Bientôt, les usagers du train auront le choix entre l'opérateur historique et des opérateurs privés, comme c'est déjà le cas chez certains de nos voisins européens. Alors, selon quel calendrier? L'ouverture à la concurrence sera effective en janvier 2021 pour les lignes TGV et au plus tard en 2023 pour les lignes conventionnées, comme le TER ou les intercités. Les régions qui organisent le service TER sur leur territoire pourront formuler des appels d'offres dès 2019. Pour les lignes commerciales comme le TGV, en revanche, l'Europe prévoit l'open access. En clair, un accès libre et total aux nouveaux entrants. Avec un risque de déséquilibre qu'une proposition de loi du Sénat entend encadrer. On risque d'avoir pléthore d'opérateurs sur Paris-Lyon et plus aucun opérateur sur Dijon-Besançon par exemple. La solution, c'est de mettre un certain nombre de barrières, un certain nombre de garde-fous pour que des contrats de service public puissent être conclus de manière à ce qu'il y ait des dessertes ferroviaires TGV qui ne se traduisent pas par des dessertes en moins. Le volet social de l'ouverture à la concurrence s'annonce également sensible, en plein débat sur le statut des cheminots. Des personnels de la SNCF pourraient en effet se voir basculer contre leur gré vers un employeur privé. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, la garde à vue de Nicolas Sarkozy se poursuit. L'ancien chef de l'État est entendu dans l'enquête sur des soupçons de financement par la Libye de Kadhafi de sa campagne présidentielle. C'était en 2007. L'ex-président de la République est arrivé ce matin un peu avant 8 h dans les locaux de l'Office anticorruption à Nanterre. À l'issue de cette garde à vue, susceptible de durer jusqu'à 48 heures, il peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement. Et on va retrouver Saveria Rojek avec le sénateur LR de la Moselle, François Grosdidier, pour une réaction à cette garde à vue de Nicolas Sarkozy. C'est à vous. Bonjour François Grosdidier, merci de répondre à nos questions. Garde à vue toujours en cours, bien sûr, pour l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Quand une garde à vue est en cours, dure aussi longtemps, surtout avec un personnage de cette importance, un ancien président de la République, c'est qu'il y a des éléments. Non, c'est une affaire extrêmement complexe, avec plein de ramifications. Donc, énormément de cotes au dossier. Donc, il est normal qu'une audition dure très longtemps. Et normal que cette garde à vue puisse même durer plusieurs jours, la durée maximale. C'est pas la longueur qui présume de la culpabilité de la personne entendue, bien au contraire. Donc, il n'a strictement aucun rapport. On doit être très prudent. On se souvient de l'affaire Bettencourt, on nous annonçait déjà la culpabilité de Nicolas Sarkozy, et en fait, il en est sorti complètement blanchi. Donc il faut être extrêmement prudent et pas s'étonner de ce qu'une garde à vue dure longtemps pour entendre quelqu'un sur une affaire très complexe. La droite n'a rien à se reprocher dans le financement de la campagne de 2007 ?
Écoutez, pour moi qu'il ait vécu cette campagne comme responsable du mouvement, tout était fait de façon très carrée, avec des dirigeants nationaux extrêmement exigeants sur le moindre euro dépensé qui devait être justifié. Donc je suis assez étonné des accusations qui sont portées. Je me souviens de campagne il y a 30 ans ou avant le financement public où ça se passait pas du tout comme ça. Donc maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier et on va voir. Je crois qu'il faut simplement être extrêmement prudent, attendre que les faits soient établis. C'est toujours difficile de faire un procès avant même de connaître le dossier. Le procès sera peut-être fait un jour devant un tribunal correctionnel. En attendant, je crois que la prudence s'impose. En attendant, est-ce que vous êtes choqué par le traitement qui est réservé à un ancien président de la République? Écoutez, on est choqué d'une façon générale dont la politique dont la justice spectacle est rendue, où il n'y a jamais de présomption d'innocence, où on commente les faits avant même de les connaître, où la justice est parfois rendue par l'opinion et où très souvent les non-lieux ou les relax ne donnent pas du tout lieu à la même publicité que les mises en cause. Donc de ce point de vue, Nicolas Sarkozy ne déroge pas. On vit ça depuis très longtemps. On a vécu ça avec Gérald Darmanin il n'y a pas longtemps. Donc c'est ce qui est contestable. Alors effectivement, quand c'est un ancien président de la République, on en fait encore plus. Et disons que Nicolas Sarkozy est encore moins ménagé parce que parfois il a dit des vérités à certains magistrats qui lui en tiennent une certaine rigueur. Mais cela dit, cela ne doit pas troubler la sérénité de la justice et la marge de recherche de la vérité, mais d'une vérité vraie établie. Très bien, merci beaucoup. Merci François Grosdidier d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Merci Saveria. Emmanuel Capus quitte le parti Les Républicains. Le sénateur de Maine-et-Loire, qui siège au groupe République et Territoires et les Indépendants, a décidé de se mettre en congé du parti. Il explique son choix à Yann Kersia et Nelson Géten. Moi, je ne me reconnais pas aujourd'hui dans la ligne qui est celle du parti et celle qui est incarnée par Laurent Wauquiez. C'est vraiment une décision difficile, c'est une décision longue. Moi, j'ai adhéré à l'âge de 17 ans au RPR. J'ai été dans les membres fondateurs des Républicains, j'étais dans les membres fondateurs de l'UMP avant. Aujourd'hui, très sincèrement, je préfère ne pas renouveler mon adhésion, me mettre en congé et reprendre mon entière liberté pour pouvoir dire ce qui va bien quand c'est bien fait par le gouvernement et garder ma capacité de critique, qu'elle soit positive ou négative, quand ça va moins bien. J'ai pas de difficulté avec Laurent Wauquiez, j'ai une difficulté avec son positionnement. Et je regrette qu'effectivement, il aille davantage vers les extrêmes que vers le centre. 15 ans, c'est finalement l'âge retenu par le gouvernement comme seuil de non-consentement sexuel. Cette nouveauté législative qui a fait débat figure dans le projet de loi de Marlène Schiappa. Les explications d'Héloïse Grégoire. 5 mois après l'onde de choc provoquée par l'affaire Hervé Weinstein, le gouvernement a présenté aujourd'hui son arsenal législatif contre les violences sexuelles et sexistes. On a le plaisir d'accueillir Marlène Schiappa à mes côtés qui vous fera une communication, puisque c'était l'objet principal du Conseil qui s'est tenu ce matin sur le projet de loi ambitieux qu'elle porte avec la garde des Sceaux. Et parmi ces mesures, verbaliser le harcèlement de rue. Le gouvernement veut créer une nouvelle infraction, un délit d'outrage sexiste passible d'une amende allant de 90 à 750 €. Autre proposition, l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels et l'ensemble des crimes commis sur des mineurs qui passeraient de 20 à 30 ans à partir de la majorité de la victime. En dessous de 15 ans, un enfant ne pourrait être considéré comme sexuellement consentant. C'est le point qui suscite le plus de débats, notamment avec les sénateurs de la commission des lois opposés à un seuil d'âge. Nous sommes contre enfermer dans des barrières. Si vous mettez 15 ans, pourquoi voulez-vous protéger davantage une victime de 14 ans, 11 mois et 29 jours plutôt qu'une victime de 15 ans et 1 jour ? Pour nous, ça n'a pas de sens de s'enfermer dans cette histoire d'âge. Il faut bien comprendre que le discernement n'a pas d'âge. Les sénateurs ont déposé une proposition de loi qui sera examinée en séance mardi prochain, avant le texte du gouvernement prévu pour 7 avril. Et justement au Sénat, suite de l'examen en séance du projet de loi sur la protection des données, on va retrouver Quentin Calmet depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Alors hier, lors de la discussion générale, des différences sont apparues entre le gouvernement et le Sénat, Quentin. Oui, Delphine, avec cette semaine, un télescopage particulièrement saisissant entre l'actualité et les travaux du Sénat, car lundi, de grands médias américains révélaient que des données personnelles d'utilisateurs de Facebook auraient été utilisées indûment par une société liée à la campagne de Donald Trump, des données des
des informations sur vos goûts, sur mes centres d'intérêt que nous pensons être protégés par les plateformes Internet et qui pourraient se révéler être bien plus vulnérables que ce que nous pensons tous. Et justement, vous le disiez Delphine, ce thème des données personnelles, il était au cœur de ce texte examiné au Sénat depuis hier, avec une série de mesures un peu patchwork pour ajuster la loi informatique et liberté de 1978 et intégrer un nouveau règlement européen en la matière, un règlement qui va s'appliquer y compris aux entreprises basées à l'étranger. Et c'est là l'un des principaux enjeux de ce texte. Écoutez, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, c'est elle qui présentait ce projet de loi hier au nom du gouvernement. Ces textes communautaires, qui sont l'aboutissement d'une longue phase de négociation, traduisent l'ambition très forte de notre continent dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Et on retiendra donc la création d'une majorité numérique, c'est-à-dire d'un seuil d'âge en dessous duquel il faudra une autorisation parentale pour s'inscrire à une plateforme comme Facebook, Snapchat ou encore YouTube. Les députés veulent fixer cet âge à 15 ans, les sénateurs, eux, préfèrent 16. Mais c'est sur un autre volet de ce texte que les sénateurs se sont montrés hier assez critiques envers le gouvernement. Écoutez Sophie Joissaint, elle est sénatrice centriste et c'est elle qui est rapporteure sur ce texte. La commission des lois du Sénat, tout en approuvant les grandes orientations du projet de loi, a voulu réparer, je dois le dire, Madame la garde des Sceaux, de nombreuses lacunes et rééquilibrer certains éléments du dispositif. En premier lieu, notre commission a tenu à répondre aux attentes et aux vives inquiétudes des collectivités territoriales. Ce sont les grandes absentes du projet de loi. Elles sont pourtant, de la plus petite à la plus grande, toutes et absolument toutes concernées par les dispositions du règlement. Des collectivités locales qui vont être mieux accompagnées dans la gestion de ces données personnelles, comme les fichiers d'état civil, les fichiers de cantine scolaire ou encore d'accompagnement des aides sociales. Voilà Delphine, pour ce texte, le Sénat a déposé 150 amendements. On le sait, la question des libertés individuelles, eh bien, elle est particulièrement sensible ici à la Haute Assemblée. Merci Quentin et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Et ce texte relance d'ailleurs le débat autour des compteurs Linky, déjà décriés pour les risques qu'ils présenteraient sur la santé. C'est maintenant la question de la confidentialité des données qui est posée. Adrien Develay. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton Linky. Installé par Enedis, ces nouveaux compteurs électriques permettent notamment la collecte et l'analyse des données de consommation des utilisateurs. Ils permettent de savoir quelles machines sont activées, de quel type d'installation électrique dispose le foyer et anticipent la consommation d'énergie des particuliers. Enedis aurait alors la possibilité de communiquer ces informations à des entreprises privées. La sénatrice de Gironde, Florence Lassarade, a déposé au Sénat 2 amendements dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la protection des données personnelles. Ces modifications prévoient la possibilité pour les particuliers de s'opposer formellement à l'installation des compteurs, tout en respectant les directives européennes qui demandent l'anticipation de la consommation. 7 millions de foyers ont déjà été équipés. Enedis prévoit l'installation de 35 millions de compteurs Linky d'ici 2021. Et on retrouve Saveria Rojek avec Florence Lassarade, sénatrice LR de la Gironde. Elle va nous expliquer pourquoi elle a déposé ces amendements. Précisément, Delphine. Bonjour Florence Lassarade. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Vous avez donc déposé, on vient de le voir, ces amendements qui concernent les compteurs Linky. Pouvez-vous précisément nous expliquer de quoi ils retournent? Est-ce qu'il faut que la loi soit changée pour permettre aux usagers la possibilité de refuser l'installation de ces compteurs? Alors d'abord, le contexte de l'installation de ces compteurs Linky qui sont un petit peu à marche forcée, installés dans tout le pays depuis à peu près 2 ans, fait que petit à petit, je me suis intéressée au problème. Moi, je suis élue dans une commune de 2000 habitants qui a voulu s'opposer à l'installation des compteurs Linky du fait de l'existence dans notre conseil municipal d'un lanceur d'alerte, Stéphane Lhomme, qui effectivement a alerté très tôt sur les risques du compteur Linky. Quels sont ces risques, surtout en ce qui concerne la protection des données, puisque c'est dans ce texte sur la protection des données? Exactement. Le compteur Moi, je me suis pas, des données personnelles, en c'est ça? tant que médecin, je ne m'étais pas tellement inquiétée des risques physiques et potentiels, mais par contre, petit à petit, je suis venue à m'interroger sur les données personnelles. Et là, le projet de loi permet de se positionner sur ce sujet. Il faut dire que je suis membre de l'OPEX
et que dans ce contexte-là, j'ai eu des auditions très intéressantes sur tous les protagonistes de la question. Madame Lassarade, pour que les téléspectateurs comprennent bien, ces compteurs qui sont installés chez tous les Français, a priori, recueillent des données personnelles. Or, c'est contre la loi, c'est ça ? Ces compteurs sont installés parfois malgré les utilisateurs. Le but de ces compteurs, c'est de relever des données qui permettent d'affiner la consommation des ménages et la consommation d'une zone. Donc ils peuvent avoir effectivement un intérêt sur une zone donnée, mais quand ça s'intéresse de très près à votre vie privée, ça devient beaucoup plus embêtant. Et donc les amendements que vous avez déposés justement, précisément, c'est pour permettre à un usager de refuser l'installation de ce compteur. Oui, parce que normalement, lorsqu'on installe un compteur, c'est après consentement éclairé de l'usager. Donc, qui dit consentement dit également refus de consentement. Donc, je pense qu'il faut tenir compte des gens qui ont peur et pour leurs données personnelles et pour leur santé pour certains. Et donc c'était dans cet esprit-là que je me suis inscrite. Et vous allez donc, pour être très précis, défendre ces amendements tout à l'heure dans l'hémicycle. Je vais défendre ces amendements contre l'installation forcée des compteurs Linky et également contre l'installation des compteurs Gaspard qui fonctionnent un petit peu différemment. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame la sénatrice d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup. Merci à Saveria pour cette réaction. On en vient à présent au premier débat de Sénat 360 consacré à la réforme des retraites. C'est le futur chantier explosif du gouvernement qui promet un Big Bang. Salariés du privé, fonctionnaires, indépendants, tout le monde sera concerné. L'objectif pour Emmanuel Macron, passer de 37 régimes de retraite à un régime simplifié. Audrey Vuettaz. Sur ces images, nous sommes le 2 mars 2017. Emmanuel Macron n'est pas encore président, mais il annonce déjà sa volonté de réformer les retraites. Nous irons vers un système universel de retraite. L'idée serait de fusionner les 37 régimes actuels en un seul. Objectif, plus d'égalité. Cadres, fonctionnaires, auto-entrepreneurs seraient ainsi soumis aux mêmes règles. Il en serait aussi fini des régimes spéciaux, notamment ceux de la SNCF ou de la RATP. Pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. En clair, fini la retraite par annuité, basée sur des cotisations trimestrielles, place au régime par points. Des points cumulés pendant la carrière et transformés en pension au moment de la retraite. Avec une grande inconnue, comment calculer la valeur d'un point ? Pénibilité de la carrière, coût de la vie, il existe des pistes, mais tout reste encore à décider. Il y a tout de même une certitude. Tous les paramètres actuels seront préservés. L'âge plancher de départ en retraite restera fixé à 62 ans. Néanmoins, ceux qui voudront gagner plus pourront travailler plus longtemps. Cette réforme en profondeur devrait être mise en place sur les 10 prochaines années et c'est Jean-Paul Delevoye qui a été chargé de la coordonner. Un dossier explosif, les retraités ont déjà été échaudés par l'augmentation récente de la CSG. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean-Marie Vanlerenberghe, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur centriste du Pas-de-Calais. Vous êtes membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. Le président Pierre-Louis Bras a été auditionné ce matin au Sénat. Également sur ce plateau, j'accueille Philippe Pillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire confédéral, secteur retraite à Force Ouvrière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, René-Paul Savary. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de la Marne. Et vous êtes également membre titulaire du Conseil d'orientation des retraites. Et enfin, pour nous éclairer, Simon Rabaté est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes économiste à l'Institut des politiques publiques, justement spécialiste de ces questions de retraite. Première question pour vous, messieurs les sénateurs. Cette réforme que nous présente Emmanuel Macron, est-ce que c'est une réforme utile, une réforme pourquoi faire, après avoir entendu justement le Conseil d'orientation des retraites ce matin ? Même sans écouter le Conseil d'orientation des retraites, je pense que le Sénat avait déjà manifesté depuis de nombreuses années sa volonté de contribuer, c'est ce que nous sommes en train de faire, à une réforme systémique des retraites. Je crois que les réformes paramétriques ont montré un intérêt évident puisqu'on est pratiquement à l'équilibre aujourd'hui avec encore un léger déficit, mais on peut dire que les efforts qui ont été faits par les salariés et aussi un peu par les retraités ont porté leurs fruits. On revient de loin. Mais on a dit que c'était
Autrement dit, hein, on est au bout de ce système qui doit, pour exister, pour se maintenir, se réformer pratiquement tous les 3 ans. Donc le but qui est recherché par le président de la République, c'est d'arriver à un système plus équitable, plus juste pour l'ensemble des salariés. Avec le système envisagé par Emmanuel Macron, René-Paul Savary, on n'aura plus besoin justement de faire une réforme des retraites tous les 3 ans ? Si, quel que soit le système envisagé, il faudra trouver une adaptation parce que les paramètres évoluent. Je crois qu'effectivement, le Sénat s'est penché déjà largement sur une réforme, plus volontiers tourné d'ailleurs vers un système à points, disons les choses telles quelles, c'est-à-dire un système plutôt à cotisation définie par rapport au système par annuité, qui est un système plutôt dit à prestation définie. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que le système soit bien sûr techniquement faisable. On sait maintenant que c'est techniquement faisable, mais il faut qu'il soit aussi politiquement acceptable. Puisqu'il faut que nos concitoyens, qui ont le sentiment d'ailleurs, notamment chez les jeunes, que leur retraite ne sera pas à la hauteur de leurs espoirs, puissent comprendre les adaptations qui seront éventuellement proposées. Alors justement, je le disais, vous avez entendu le président du corps, je vous propose de l'écouter. Les dépenses de retraite ne dérapent pas. Il y a une réduction dans la plupart des scénarios, une augmentation dans l'un. Mais attention, le fait qu'elle ne dérape pas ne signifie pas qu'elle se situe au bon niveau. Si je viens chez vous et que je vous dis la température chez vous ne va pas bouger, c'est une bonne nouvelle si le thermostat est à 20. Si le thermostat est à 35 ou si le thermostat est à 5, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc moi, je ne dis qu'une chose. Je ne dis, ça ne dérape pas, le thermostat ne bougera pas, mais au niveau politique, vous êtes tout à fait en droit de dire, soit, mais on demande beaucoup trop aux actifs et ça a des effets délétères sur la compétitivité, sur l'incitation au travail, sur ainsi de suite, ou vous êtes tout à fait en droit de dire, on ne demande pas assez aux actifs, les actifs sont prêts à faire plus d'efforts pour les retraités et on devrait se situer non pas à 14%, mais à 18%. Et ça, c'est un débat politique qui a un sens plein, je dirais. Donc moi, en tant que technocrate, je n'ai pas à vous dire ce qu'il faut penser là-dessus. Simon Rabaté, que vous inspirent ces propos de Pierre-Louis Bras. Il faut la faire, cette réforme systémique des retraites ? Mais par rapport aux points qui ont été soulevés précédemment, c'est vrai qu'il y a la question de l'équilibrage un peu du système de retraite, parce que vous disiez que le système est équilibré aujourd'hui, mais comme ça a été dit un peu par M. Pierre-Louis Bras, le système est équilibré uniquement dans certaines hypothèses de macroéconomiques. Donc il y a des hypothèses, si on a 1% de croissance par exemple, le système n'est pas équilibré. Ce qui est quand même... Rappelez, ça représente une masse financière considérable, plus de 300 milliards d'euros, c'est 14% du PIB aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, on a un déficit de l'ordre de 1,5% du PIB, avec des hypothèses de croissance à 1%. Du coup, voilà, on n'est pas forcément dans un équilibre assuré. Et du coup, c'est là un peu l'intérêt de cette réforme systémique ou structurelle, au-delà de l'unification des régimes et du caractère équitable d'unification des différents régimes. C'est l'idée quand même de mettre en place des stabilisateurs, on va dire automatiques, un peu sous l'exemple de ce qui a été fait en Suède ou dans d'autres pays ou en Allemagne, qui permettent justement de mettre en place des mécanismes qui vont faire en sorte que le système, sans être directement automatiquement ajusté, sans qu'il y ait besoin de rien faire, mais tout de même à certaines propriétés qui permettent de réagir automatiquement aux évolutions de la croissance ou du chômage pour maintenir l'équilibre. Parce que c'est quand même ça aussi qui explique qu'on a eu énormément de réformes dans les années récentes et à un rythme soutenu, c'est que le système n'a pas de propriété auto-équilibrante. Ouais, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans que le système des retraites se réforme. Philippe Pillet, est-ce que vous êtes inquiet par la réforme à venir d'Emmanuel Macron ? Inquiet, c'est peut-être pas le mot, mais on va déjà attendre ce qui va sortir effectivement du discours présidentiel qui est évidemment attendu. Les points d'achoppement, ces messieurs en ont parlé. On va vers un système à cotisation définie, ce qui veut dire très clairement que à partir de ce moment-là, la masse de ressources sera définie, et quel que soit le nombre de retraités qu'il va y avoir, il faudra partager une masse qui est définie. Donc
inévitablement, on risque d'aller, en tous les cas c'est l'analyse qu'on fait, on risque d'aller vers une diminution des pensions, pas en facial évidemment, mais en pourcentage par rapport au taux de remplacement. Le vrai sujet de la réforme, c'est le taux de remplacement. Les 37 régimes, alors le candidat, il avait besoin évidemment de... Le taux de remplacement par rapport à quoi? Le taux de remplacement, merci monsieur le sénateur. Le taux de remplacement, c'est le rapport entre sa dernière paye et sa première retraite. Si votre dernière paye, vous avez 1000 et à votre retraite, vous avez 750, le taux de remplacement, il est de 75%. Merci. Et donc, le vrai sujet, il va être là, plus que l'unification qui va pas être si simple que ça quand même, des 37 qui sont plus 37 en réalité. Oui. Jean-Marie Van Larenberg, il faut malgré tout redonner confiance. On a souvent aussi le sentiment que les jeunes, quand on leur parle de retraite, fatalement, ils se disent, eh bien, on sera lésés. Je pense que c'est à cela que le président de la République, Emmanuel Macron, a voulu répondre. C'est à la défiance qui s'installait, notamment chez les jeunes. Il dit, mais de toute façon, ça ne sert à rien, on sait qu'on n'aura pas de retraite. Ce qui est faux, vous l'avez parfaitement précisé, on peut arriver à un système auto-équilibrant. Je crois que la recherche qui est en cours dans la réforme systémique, c'est de trouver ça. Le point d'équilibre entre les cotisations et effectivement les pensions. L'objectif, c'est pas de baisser les pensions, même, je dirais, en pourcentage du PIB. C'est pas ça l'objectif. Je crois que nul ne l'a écrit, nul ne l'a dit, mais c'est d'arriver effectivement... Pardon, Jean-Marie Van Larenberg, qu'il n'y aura pas justement de baisse des pensions avec cette réforme. Mais écoutez, ça va dépendre de nous. Ça va dépendre des partenaires sociaux, ça va dépendre des politiques. C'est de trouver le bon point d'équilibre entre les cotisations. Ça dépend effectivement de la croissance économique, ça dépend du chômage, ça dépend de la démographie. On a des paramètres qui sont indépendants, si j'ose dire d'ailleurs, mais qu'il va falloir effectivement maîtriser globalement pour trouver l'équilibre au niveau... et surtout permettre d'assurer visiblement un avenir au système des retraites. René-Paul Savary. Pour reprendre les modèles de pays voisins, le modèle suédois, on revient d'un déplacement d'ailleurs de Suède et on voit bien que le système n'est pas aussi parfait que ça quand même. Il faut être tout à fait attentif parce que les retraités disent bien que la retraite est basse. Ils partent à un âge à la retraite qu'on ne pourrait pas présenter ici dans notre pays. Et l'équilibre comptable, si la réforme effectivement est simple sur le plan technique, c'est ce que je vous disais précédemment, derrière, ça veut dire l'équilibre. Et l'équilibre, si c'est pour que ce soit le niveau de pension qui baisse pour équilibrer des cotisations, effectivement, on voit bien que ce n'est pas le système que la France va accepter. Donc il faudra de toute façon trouver un système qui n'est pas pur. Il faudra toujours qu'il y ait la solidarité qui vienne compenser pour que les efforts de contribution soient compensés pour les plus faibles par une rétribution, une redistribution en tout cas par différente. Donc par l'impôt, par d'autres par différents moyens. Mais on voit bien que juridiquement ou techniquement, on peut faire la transition. En tout cas, c'est ce que j'en ai jusqu'à présent retenu, mais pas non plus à n'importe quelle condition. Simon Rabaté, est-ce qu'on peut faire cette réforme sans toucher à l'âge légal de départ à la retraite? Je rappelle qu'il est de 62 ans en France. Pendant la campagne présidentielle, la droite notamment proposait 65 ans d'ici à 2022. Est-ce que c'est tenable, ces 62 ans? L'âge en tant que tel, dans un système notamment en points en compte notionnel, n'a pas forcément le même sens que dans le système qu'on connaît actuellement. Notamment, c'est le cas en Suède. En fait, en Suède, ils ont un âge de départ minimal qui est finalement à, encore à 65 ans. Ils vont passer à 67. Mais avec un problème qui est lié au fait que voilà, les gens partaient, on va dire, trop tôt donc pour les Suédois à cet âge-là, de 65 ans, par rapport à des niveaux de pension, et ce qui leur amenait à des niveaux de pension trop bas par rapport à ce que le système attendait. Donc les gens repoussaient moins leur départ en retraite que ce qu'on aurait voulu avoir pour maintenir des taux de remplacement élevés. Donc dans un système un peu comme ça, l'âge minimum finalement a vraiment un sens différent. Donc dire on maintient les mêmes paramètres que dans le système précédent alors que l'âge minimum n'a pas forcément le même sens, je ne sais pas si ça a vraiment du sens. D'autant que ça a été rappelé par le reportage d'Audrey Vuettaz, on pourra choisir de travailler plus longtemps afin d'améliorer sa pension. Absolument, je crois que l'intérêt du dispositif, c'est d'avoir un choix où
l'assuré prend des risques et se prend en main et assume davantage que le système au jour d'aujourd'hui où c'est l'État qui fixe les paramètres. Mais attention, en Suède, ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier, puisqu'il y a un fort système de capitalisation, et notamment les complémentaires sont par système de capitalisation et non pas par répartition. Pour être clair, les cotisations dans le système par répartition, les cotisations que versent les gens au travail servent à payer les pensions de ceux qui sont à la retraite. Le système de capitalisation, même collectif, est différent, puisque vous capitalisez en vue de votre retraite. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être attentif dans les examens, mais il faut trouver un système qui correspondent bien aux attentes des Français. C'est d'ailleurs cette part de capitalisation aussi qui a amené des problèmes lors de la crise en 2008. Tout à fait. Du fait des fonds qui ont été placés, qui ont du coup baissé un moment les retraites. Philippe Pouillet, pardon. Jean-Marie Van Rensberg nous assure que les pensions ne vont pas baisser, mais est-ce que les cotisations vont augmenter? C'est un risque? Alors, je laisse la responsabilité évidemment aux parlementaires. C'est pas de ma responsabilité, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Si la réforme tend à faire que les pensions ne diminuent pas, évidemment pas facialement. Je rappelle effectivement qu'en Suède, c'est ce qui est arrivé quand même, avec un système dit automatique. Le gouvernement suédois, devant le risque social, a été obligé de débrayer son système pour ne faire qu'une baisse, entre guillemets, de 3 ou 4% quand même. Donc ça peut exister. Maintenant, sur l'âge légal, je pense qu'il faut faire le fameux 62 ans. Il faut faire très attention. Monsieur Rabaté vient de le dire. L'âge légal, si on passe dans un système en points, n'a plus aucune utilité. En revanche, où j'ai une nuance avec messieurs les sénateurs, c'est que j'ai du mal à concevoir le concept de salarié acteur de sa retraite. Je le conçois, heureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'être, mais pour les plus fragiles d'entre eux, aujourd'hui, parmi les plus fragiles, ceux qui ont les plus petites pensions, il y en a 40% qui, au moment où ils font liquider leur retraite, ne sont plus sur le marché du travail. Ces 40%, c'est pas négligeable. Ces 40%, eux, ne seront acteurs de rien du tout. Ils seront condamnés, pardonnez-moi l'expression, mais seront condamnés à des minima. C'est pour ça qu'il faut toujours un système de solidarité. Et bien sûr. Nul système n'est parfait. Et on n'a pas non plus, en transformant l'outil que peut être le passage en compte à points ou en compte notionnel, on n'a pas pour autant réglé l'équation budgétaire. Donc de toute façon, il faudra agir sur plusieurs paramètres. Et on sait qu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut effectivement intervenir. Jean-Marie Van Rensberg, un système universel, ça ne veut pas dire non plus un système unique. On parlait de cette question des régimes sociaux. Est-ce qu'ils vont fatalement disparaître? De toute façon, je vous l'ai dit, il va falloir trouver, avec toutes les notions qu'on vient d'évoquer, le point d'équilibre. On n'est pas obligé de copier ni la Suède, ni l'Allemagne, encore moins l'Italie. Je dirais, il faut que nous inventions un système qui permette d'assurer une pension acceptable par tout le monde et qui puisse être accepté aussi par les salariés. Je rappelle qu'on est toujours dans un système par répartition où ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Donc il va falloir effectivement inventer ce système et y introduire tous les régimes spéciaux avec des dates de départ à la retraite différents, des notions de pénibilité qu'il va falloir aussi introduire, et c'est tout à fait possible. Parce que je trouve que la notion ou de point ou de compte notionnel est assez malléable, parce qu'elle est individuelle, et qu'on peut introduire un certain nombre de considérations et de paramètres qui sont individualisés. Donc je crois que c'est de nature à satisfaire. C'est quoi la différence pour le téléspectateur entre une retraite par points et par compte notionnel, Jean-Marie Van Rensberg? La retraite par points est relativement facile à comprendre. C'est un système contributif. Vous, à l'euro, dès le premier euro cotisé, on vous donne un point, ou une partie d'un point, et ce point va être valorisé ensuite, au fil du temps. Il y a une valeur de départ, et puis après, il y a une valeur de service au moment où on est en retraite. Le notionnel, c'est beaucoup plus automatique parce que c'est la cotisation qui va se traduire immédiatement, effectivement, par une pension. Voilà, différente selon l'espérance de vie. C'est un compte virtuel. Voilà. On introduit et on introduit l'espérance de vie.
Ce qui fait qu'on calcule l'équilibre par génération. Donc, vous prenez des personnes de générations différentes, elles peuvent avoir des retraites différentes, même si elles ont des cotisations différentes. C'est pour ça que le système de solidarité est tout à fait important. Ce qui fait que le slogan du candidat qui est devenu président de la République n'est pas un bon slogan. 1 euro cotisé ne donnera pas les mêmes droits, quel que soit le statut et tout, si on va sur des comptes notionnels. Parce que ça sera en génération par génération. Ça, je pense que c'est assez fondamental. Sur les points, on a l'habitude, on connaît Agir Carco, ce sont effectivement des points. Je me permets de revenir sur les régimes spéciaux, dits spéciaux. Pourquoi ? Parce que de réforme en réforme, ces régimes deviennent, passez-moi l'expression, de moins en moins spéciaux. On parle de la SNCF. Sur le papier, un conducteur de train peut partir à 52 ans. Dans 4 à 5 ans, c'est-à-dire demain en termes de retraite, il pourra toujours partir à 52 ans, mais il lui faudra 166 trimestres pour avoir sa pension à taux plein. Si bien que devant la règle de 3, s'il a 150 trimestres, on lui servira une pension de 150 divisé par 166, si bien que devant cette évidence financière, il sera dans l'obligation, entre guillemets, de rester. Donc, attention à pas trop fantasmer sur les régimes spéciaux qu'ils sont de moins en moins. Et ce qu'il faut, c'est important aussi, c'est de trouver la place des régimes complémentaires. On l'a bien vu ailleurs. Ce sont déjà pour la plupart des régimes en points. Alors que un régime en point, pour les salariés du public, c'est un régime intégré, base et complémentaires sont ensemble. Donc il faudra bien trouver une solution qui fasse prendre en compte cette affaire-là. Et la place des partenaires sociaux est également à définir dans le nouveau système. Donc je crois qu'effectivement, il y a encore beaucoup de points à régler. Oui. Et un point que je voudrais qu'on soulève aussi, c'est les avantages sociaux liés à la maternité. Les femmes ont peur aussi d'être les perdantes de cette réforme, Simon Rabaté. C'est vrai qu'il y a beaucoup dans le système actuel d'avantages qu'on appelle les droits familiaux, qui sont associés à la naissance et à l'éducation d'enfants. Après, a priori, dans n'importe quel système, on peut traduire les avantages et les droits familiaux qui existent aujourd'hui dans un système en points en compte notionnel. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence de fond. Tout est plus ou moins traduisible en l'état. Donc là, il n'y a pas vraiment d'enjeu en termes d'avantages spécifiques pour les femmes. A priori, il n'y a pas d'enjeu. Vous donnez pour tous les régimes sociaux spéciaux, la pénibilité, la maternité, vous donnez des points en plus. Vous valorisez différemment. Enfin, il y a différentes méthodes pour pouvoir... La solidarité nationale. C'est la solidarité. Alors, le problème, c'est savoir qui va le prendre en compte, si c'est l'État directement ou si c'est le régime lui-même de retraite et par la cotisation. Donc, on voit bien qu'on a quelque chose de très souple. Mais, comme on le dit toujours, le diable se niche dans les détails. Et au-delà de la formule qui est brillante d'ailleurs, à 1 euro cotisé, les mêmes droits, quel que soit effectivement le statut ou la date de départ à la retraite, je dirais il va falloir effectivement beaucoup travailler. Si vous permettez, ça masque quelque chose. On n'échappera pas à une politique familiale. Digne de ce nom. Revoir la politique de la dépendance, puisque les personnes vivant de plus en plus longtemps, il faut qu'elles vieillissent en bonne santé, et on connaît le problème de la dépendance. Donc on voit bien que le champ d'investigation est très large pour trouver le meilleur système, parce que le rapport cotisant-pensionné, dans les années qui viennent, est quand même un rapport qui limite l'intérêt d'un dispositif trop pur. Oui, simplement sur le 1 euro cotisé, parce que je pense que ça, c'est une formule effectivement qui a la force de la simplicité, mais la dangerosité aussi de la simplicité. Le président de la République, il n'y a pas très longtemps, a été interpellé au Salon de l'Agriculture et n'opposait pas, mais mettait d'un côté, il y avait un cheminot, de l'autre côté, un agriculteur. Quand le cheminot va cotiser 3 euros sur une base, l'agriculteur, je pense que les malheureux, s'ils pouvaient cotiser 3 euros sur la même base, ils le feraient. Mais l'agriculteur, s'il ne cotise que sur 1 euro et sur une base de moitié, à la sortie, l'agriculteur aura une retraite 6 fois moins importante que le cheminot, puisque c'est l'exemple que j'ai pris. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à ça, mais je me permets de m'adresser aux politiques, parce que ne pas laisser à penser que tout est réglé et que tout le monde aura la même retraite. Vous prenez un exemple qui est, je dirais, assez parlant, et surtout en ce moment, mais ça va être exigeant pour chacun. Si on va avoir une retraite, là, pour le coup, on saura d'emblée à quoi on peut s'attendre. Aujourd'hui, il faut avouer que c'est complexe.
Et donc là, on pourra s'attendre, si on n'a pas cotisé, à avoir effectivement peu de retraite. Donc c'est exigeant. Je rappelle que quand même par le passé, effectivement, les revenus des agriculteurs, même c'est vrai encore pour certains, étaient faibles, qu'ils négligeaient la retraite, pensant pouvoir négocier effectivement, quand ils étaient propriétaires, la vente de leurs terres, négocier le transfert de leur exploitation. Et on a vu le sort réservé à une proposition de loi communiste récemment dans l'hémicycle. Simon Rabaté, on a commencé ce débat. Je voulais juste revenir sur la question un peu du taux de cotisation, qui est en fait, je pense, ce qui a été rappelé en introduction par le président du corps. C'est vraiment la question centrale. C'est à la fois la question centrale en termes de convergence des régimes, parce que si on passe à un régime unifié, on va quand même fusionner des régimes qui ont des taux de cotisation rétrospectivement différents. Donc là, il y a une grande question même de savoir, dans le nouveau régime, est-ce qu'on veut maintenir des taux de cotisation différenciés ou est-ce qu'on veut avoir le même taux de cotisation pour tous les régimes? Donc ça, c'est une question de fond, mais qui est liée aussi à la question en général sur le système de retraite. C'est quel est le taux de cotisation qu'on veut mettre dans le régime et pour financer quelle retraite? Et donc c'est vraiment l'intérêt aussi de ces régimes un peu par contribution définie, un peu indirecte, c'est qu'ils posent finalement la vraie question politique sur les régimes de retraite, c'est combien est-ce qu'on a envie de mettre de notre PIB dans les retraites. En complément de ce que vous dites, c'est-à-dire faut-il maintenir des régimes complémentaires pour tenir compte effectivement de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a des situations très spéciales où il sera difficile d'unifier, de fusionner. Oui. Mais je dirais les régimes complémentaires, ils sont là pour ça. Ils sont pas. On n'a pas dit. Le président n'a pas dit qu'il les tuait. Comme un casse-tête. Ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Jean-Marie Van der Renberg. Merci à Simon Rabaté. Merci René-Paul Savary. Merci à vous, Philippe Pillet. On va retourner dans l'hémicycle, retrouver Quentin Calmet, qui suit pour nous aujourd'hui les débats. Et cet après-midi, le Sénat débattait en vue du Conseil européen qui se tiendra demain et vendredi. Quentin. Oui, Delphine, écoutez ces mots. Un Conseil européen d'une grande importance, avec comme fil rouge une forme de gravité, avec une actualité européenne extrêmement riche. Tous ces mots, ils viennent d'être prononcés dans l'hémicycle, car sur de nombreux sujets, les parlementaires sont particulièrement impatients. Écoutez cette liste: hausse des taxes aux États-Unis sur l'aluminium et sur l'acier, une décision prise par Donald Trump sur un motif de sécurité nationale, sur la fiscalité des GAFA, ces entreprises du numérique qu'on évoquait tout à l'heure, sur les tensions avec la Russie, mais bien sûr au centre de nombreuses interventions cet après-midi. Il y avait la question majeure du Brexit et de l'accord politique entre les États membres sur la période de transition. Ce Brexit continue de poser de nombreuses questions, certaines lourdes et complexes. Écoutez Fabienne Keller, sénatrice LR du Bas-Rhin. Deuxième point que je voudrais évoquer sur le Brexit, c'est ce sujet tellement délicat de l'Irlande du Nord. C'est un point sensible de la négociation. Nous le savons tous, c'est la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. L'objectif de base était d'éviter une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande pour maintenir l'accord du Vendredi Saint, dont je rappelle que c'est le dernier accord de paix de l'Union européenne. Il a à peine une vingtaine d'années. Question précise de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord. On le sent, elle provoque beaucoup de gravité dans les prises de parole des parlementaires, mais aussi dans la réponse de la ministre chargée des Affaires européennes. Écoutez Nathalie Loiseau. Le mode de règlement de la question irlandaise est encore flou, je vous le concède bien volontiers, et cela constitue un objet de préoccupation pour nous. Éclaircir cette question avant octobre est une priorité. Il reste malgré tout que l'accord exprimé par les Britanniques sur ce qu'on appelle le backstop, ce qui revient à ce que, faute de mieux, l'Irlande du Nord reste de fait dans l'union douanière, constitue un petit progrès. Sur le dossier du Brexit, il reste encore à acter la fin de la participation du Royaume-Uni au processus de décision de l'Union européenne et à voir quel sera le nouvel accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne. On le voit, Delphine, ce sommet européen de demain et de vendredi, il s'annonce particulièrement crucial pour le futur de l'Union européenne. En tout cas, c'est bien ce que l'on comprenait dans les prises de parole de cet après-midi dans l'hémicycle.
Merci à vous, Quentin. Vous le savez, le torchon brûle entre l'exécutif et les parlementaires sur la question du droit d'amendement. Il se pourrait que dans la révision constitutionnelle, ce droit soit limité. Cela a donné lieu à une passe d'armes cet après-midi entre les députés de l'opposition, aussi bien de gauche comme de droite. Vous le voyez sur ces images. Ils ont quitté l'hémicycle après une réponse de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Elle était d'ailleurs au micro de Saveria Rojek. On l'écoute. Bonjour Nicole Belloubet, merci de répondre à nos questions, merci de nous répondre sur l'incident qui s'est passé il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition ont quitté, c'est la première fois, l'hémicycle pour protester contre une de vos réponses, une de vos réponses qui concernait, je crois, le droit d'amendement. On sait que le gouvernement veut justement réformer ce droit d'amendement dans le cadre de la réforme des institutions. Est-ce que vous pouvez une réaction à ce qui s'est passé justement ? Je crois que les députés ont cru percevoir dans les propos que j'ai tenus une forme d'absence de respect pour le Parlement, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas. Je suis, par ma formation, par ce à quoi je crois, profondément respectueuse des droits du Parlement et du rôle que jouent les parlementaires, qui est un rôle d'initiative, lequel se traduit, nous le savons, à la fois par les propositions de loi, mais également par le droit d'amendement. Donc, un vrai respect pour le droit d'amendement. Je crois que le fond de votre propos, et ce qui a déclenché visiblement l'agacement, si ce n'est la colère de l'opposition, des députés, c'était qu'effectivement, le gouvernement compte bien réformer ce droit d'amendement. Il souhaite visiblement le restreindre. Donc c'est sur le fond, en fait, de cette réforme, le fond, qui a... Je crois que le mot restreindre n'est pas du tout le mot juste. Si vous voulez, nous sommes dans un système, dans une constitution qui déjà émet quelques limites au droit d'amendement. C'est l'article 40, l'article 41, et lorsque le Parlement lui-même ne respecte pas ces limites, c'est le Conseil constitutionnel qui les lui rappelle en censurant les cavaliers, les amendements qui sont perçus comme des cavaliers. Donc il y a déjà un contrôle qui est effectué par le Conseil constitutionnel et par les dispositions de la Constitution. Mais je crois que ce qui est important, et ce que je voulais dire, c'est que le temps parlementaire est extrêmement précieux. Et pour les parlementaires d'abord, qui évidemment, nous le voyons aujourd'hui, sont très sollicités pendant un temps très long. Et mais donc, vous comprenez l'inquiétude justement des parlementaires qui ont l'impression qu'on va restreindre leur travail, leurs droits? Je crois que nous avons, et les parlementaires et le gouvernement, un objectif commun qui est celui de faire la loi de la meilleure qualité possible. Et je crois que cet objectif de construire une loi de qualité, vraiment c'est quelque chose que nous partageons, et il me semble que c'est ce vers quoi nous pouvons travailler. Lorsque je regarde le texte que je porte actuellement au Sénat sur les données personnelles, nous voyons bien, c'est un texte qui a 150 amendements, c'est un texte qui est extrêmement puissant, un texte qui apporte de vraies révolutions sur les données personnelles des gens, et il me semble que c'est vraiment un travail de qualité qui est effectué dans les conditions dans lesquelles il s'est mis en place. Je crois que c'est cela qu'il faut poursuivre. Voilà, une question d'efficacité, on a compris. Merci beaucoup, merci Madame la garde des Sceaux d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. 15 ans, c'est finalement l'âge retenu par le gouvernement comme seuil de non-consentement sexuel. Cette nouveauté législative qui a fait débat figure dans le projet de loi de Marlène Schiappa. Les explications d'Élise Grégoire. 5 mois après l'onde de choc provoquée par l'affaire Hervé Weinstein, le gouvernement a présenté aujourd'hui son arsenal législatif contre les violences sexuelles et sexistes. On a le plaisir d'accueillir Marlène Schiappa à mes côtés, qui vous fera une communication, puisque c'était l'objet principal du Conseil qui s'est tenu ce matin sur le projet de loi ambitieux qu'elle porte avec la garde des Sceaux. Et parmi ces mesures, verbaliser le harcèlement de rue. Le gouvernement veut créer une nouvelle infraction, un délit d'outrage sexiste passible d'une amende allant de 90 à 750 €. Autre proposition, l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels et l'ensemble des crimes commis sur des mineurs qui passeraient de 20 à 30 ans à partir de la majorité de la victime. En dessous de 15 ans, un enfant ne pourrait être considéré comme sexuellement consentant. C'est le point qui suscite le plus de débats, notamment avec les sénateurs de la commission des lois opposés à un seuil d'âge. Nous sommes contre enfermer dans des barrières. Si vous mettez 15 ans, pourquoi voulez-vous protéger davantage une victime de 14 ans, 11 mois et 29 jours plutôt qu'une victime de 15 ans et 1 jour ?
Pour nous, ça n'a pas de sens de s'enfermer dans cette histoire d'âge. Il faut bien comprendre que le discernement n'a pas d'âge. Les sénateurs ont déposé une proposition de loi qui sera examinée en séance mardi prochain, avant le texte du gouvernement prévu pour 7 avril. Et Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, est notre invitée. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. On en connaît maintenant un peu plus sur la version finale présentée par le gouvernement pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Alors finalement, il n'y a pas cet âge de 15 ans qui a été retenu. Vous êtes soulagé, c'est d'ailleurs ce qu'avait souhaité le Sénat ? Alors, le texte renonce à indiquer que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 13 ou 15 ans, on verra tout à l'heure l'histoire de l'âge, est un viol. Ce texte renonce. C'est-à-dire que le texte tel qu'il a été présenté ce matin au Conseil des ministres ne fait que préciser ce qui est déjà aujourd'hui dans le Code pénal, qui est autour de la question de la contrainte morale, puisque le texte dit la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l'abus ou d'ignorance de la victime. Et on n'atteint pas ce qui nous occupe depuis plusieurs mois. Quel est notre sujet ? Notre sujet, c'est qu'on ne puisse plus, devant un tribunal, discuter du consentement ou non d'une petite fille Justement, ou d'un petit garçon de 11 ans ou de 12 ans. Les victimes, comment on protège les mineurs s'il n'y a pas un interdit clair, Laurence Rossignol ? Et l'interdit clair n'est pas posé dans ce texte. Tel que le texte est rédigé aujourd'hui par le gouvernement, nous pourrons continuer d'assister à des débats dans les tribunaux pour savoir si une petite fille de 11 ans était bien consentante, n'était pas consentante, si elle était éclairée, mature ou pas mature. Donc on aura les mêmes débats que nous ne voulons plus. Je crois que le gouvernement a renoncé à dire ce que nous souhaitons qu'ils disent. Quand je dis nous, c'est toutes les organisations féministes et beaucoup de féministes, que en dessous de 13 ans, c'était la proposition du Haut Conseil à l'égalité, un acte, une relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur est un viol. Quitte après à ce que l'auteur puisse démontrer qu'il a été trompé sur l'âge du mineur, volontairement trompé. Il faut cette possibilité pour la défense d'expliquer aussi. La défense doit pouvoir expliquer quelle est la seule hypothèse dans laquelle on peut admettre qu'un auteur d'une relation sexuelle avec une petite fille ou un petit garçon de 11 ans ou 12 ans se défende. C'est l'hypothèse dans laquelle il peut dire, parce que c'est les droits de la défense qui le garantissent, je ne savais pas qu'elle avait cet âge-là. Donc l'infraction n'est pas constituée, puisqu'il ne le savait pas. Mais dans tous les autres cas, et en particulier tous ceux qui tiennent à la notion de consentement de l'enfant, le code pénal doit être très ferme. Et effectivement, c'est la position du gouvernement que de dire qu'il faut laisser cette possibilité ouverte. C'est la position aussi du groupe de travail du Sénat. Et ce matin, en commission, au Sénat, quand nous avons examiné la proposition de loi, la commission des lois, je n'en suis pas membre, mais c'est Marie-Pierre de la Gontrie, ma collègue, qui portait cet amendement, a déposé un amendement pour indiquer qu'en deçà de 13 ans, toute relation sexuelle majeure, mineure, était un viol. Que dire de la présomption de contrainte ? C'était aussi une des dispositions formulées par le groupe de travail du Sénat. Le groupe de travail du Sénat a fait un excellent travail parce qu'il pose effectivement une présomption de contrainte qui tient en particulier à l'écart d'âge. Et je regrette que le gouvernement, qui n'a pas traité les travaux du Sénat avec l'attention qu'il méritait, n'ait pas retenu cet écart d'âge, qui est ce qu'ont retenu par exemple les Québécois. Les Québécois ont dit quand il y a 5 ans d'écart d'âge dans une relation majeure-mineure, c'est un viol. Et le gouvernement n'a pas retenu l'écart d'âge. Donc aujourd'hui, le texte qui nous est proposé, comme le dit très bien d'ailleurs l'étude d'impact sur le texte, précise les textes existants et il précise que la contrainte morale peut être retenue si le mineur n'est pas mature. Donc nous aurons encore ces discussions avec les avocats de la défense qui, devant les tribunaux et les cours d'assises, expliqueront que la mineure en question était consentante et qu'elle était mûre et qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait et que donc il n'y a pas viol. Et ce que nous voulons, nous, pour notre part, c'est qu'il n'y ait plus de discussion sur le consentement d'un enfant pour une relation sexuelle avec un majeur. Pour autant, les associations comme le planning familial redoutent aussi peut-être que la fixation d'un âge minimal pour le consentement sexuel, finalement, incite à une sexualité encore plus taboue et cachée. Le planning familial qui parle d'une méconnaissance de la sexualité des jeunes. Oui, c'est pour ça que moi j'ai retenu 13 ans. Et non pas 15 ans, parce qu'entre 13 et 15 ans, c'est la période dans laquelle il y a une grande diversité de maturité et de comportement. Et c'est pour ça aussi que le Sénat
a étendu la présomption jusqu'à 18 ans. Comme le disait ma collègue Annie un instant, on peut avoir une jeune fille de 15 ans et demi qui n'est pas du tout mature et qui est en état de sidération et qui a subi un rapport sexuel sans violence, sans menace, sans contrainte physique, et qui pour autant n'était pas en situation de se défendre et de savoir ce qu'elle faisait. Mais je vous signale que le seuil de 15 ans existe aujourd'hui dans le code pénal. C'est le seuil de l'atteinte sexuelle. Toute relation sexuelle avec ou sans pénétration entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est une atteinte sexuelle et est déjà sanctionnée. D'ailleurs, le projet de loi, comme la proposition de Marie Mercier, propose de doubler les peines pour l'atteinte sexuelle. Donc je comprends ce qui soucie le planning, et d'autant plus quand on prend un âge de 15 ans. Je comprends que ça soucie le planning. Mais si on a ce que moi je propose, et ce qu'on propose avec mes collègues, en particulier Marie-Pierre de la Gontrie, qui est dans la commission des lois, si on a jusqu'à 13 ans, viol, sauf à démontrer que l'auteur ne savait pas, a été trompé sur l'âge de la victime, de 13 à 15 ans, atteinte sexuelle aggravée, et de 13 à 18 ans, présomption en fonction de l'écart d'âge. Là, nous avons une architecture complète et très protectrice pour les mineurs. Oui. En revanche, le gouvernement a souhaité allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. Il sera désormais possible de porter plainte jusqu'à 48 ans, soit 30 ans après la majorité. Là aussi, on sait que le précédent gouvernement s'y était opposé au motif qu'il y a un problème de dépérissement des preuves. Cela peut aussi susciter de faux espoirs pour les victimes de viol. Alors, c'est vrai que le précédent gouvernement s'était opposé, mais lorsque j'étais ministre chargée des droits des femmes, j'ai initié une mission de consensus qui avait été confiée à Flavie Flament et à un magistrat, et qui a conclu à l'allongement du délai de prescription de 10 ans pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Et ce rapport a été confié, je l'ai moi-même remis à Marlène Schiappa quand elle a pris ses fonctions, en lui disant, voilà, il y a là un travail qui doit permettre d'avancer sur la question des délais de prescription. Et par ailleurs, j'observe que je crois à peu près tous les candidats à l'élection présidentielle en 2017 avaient proposé d'allonger de 10 ans le délai de prescription. L'affaire du dépérissement des preuves, c'est pas faux. Les magistrats disent qu'il y aura forcément bien des acquittements, des non-lieux. Ils peuvent le dire déjà avec une prescription à 20 ans. Déjà, on peut le dire. Il y a le même problème peut se poser avant 20 ans. Et par ailleurs, lorsqu'il y a des prédateurs en série, et je pense particulièrement à l'affaire Flavie Flament, où elle n'était pas la seule victime, et la multiplicité des victimes vaut preuve matérielle à ce moment-là. Et la multiplicité des témoignages peut, même avec 30 ans d'écart entre la commission des faits et le passage aux assises, permettre effectivement de qualifier l'auteur et de l'identifier et de le condamner. C'est important. Je crois qu'il y a consensus aujourd'hui sur l'allongement du délai de prescription pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Je voudrais vous entendre également sur la création d'un délit d'un outrage sexiste, avec cette question de verbalisation du harcèlement de rue, difficile à mettre en œuvre selon les forces de l'ordre qui devront constater le flagrant délit. Ce ne sera pas forcément difficile à mettre en œuvre. Ce qui sera difficile, c'est de réunir au même endroit et au même moment un officier de police, un auteur et une victime, de façon à ce que la flagrance puisse conduire à dresser une contravention. Ça, ce sera effectivement assez difficile. Mais ceci dit, je trouve que cette affaire de contravention pour outrage sexiste a un avantage, c'est de dire, voilà, la rue n'est pas un endroit où on peut siffler, interpeller, insulter les femmes. Et donc, il y a un interdit qui est posé dans la rue sur les comportements qui sont des comportements dévalorisants, agressifs ou méprisants à l'encontre des femmes. C'est une disposition à vertu pédagogique, à vertu éducative, davantage qu'une disposition d'efficacité pénale. Je souhaite par ailleurs que d'ici le moment où nous examinerons le projet de loi du gouvernement dans l'hémicycle, on envisage comment on peut étendre cette contravention aux sites internet qui, eux, héberge dans cet espace public qu'est Internet de nombreux propos sexistes, insultants et menaçants à l'encontre des femmes. Et même s'il y a déjà des dispositions contre le cyberharcèlement dans le texte, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, mais la disposition contre le cyberharcèlement, c'est une disposition qui permet de qualifier d'harcèlement un acte sans qu'il soit pour autant forcément reproduit plusieurs fois, et ensuite qui permet aussi de lutter contre les raids. Mais
Le problème avec le cyberharcèlement, c'est qu'il faut aller chercher les auteurs, et je crois que nous sommes arrivés au moment où il faut pénaliser les administrateurs et les hébergeurs et les réseaux sociaux. Les auteurs, c'est trop compliqué à trouver. Quand on peut, on les trouve, mais sinon, c'est le site qui doit être lui-même l'objet d'une sanction pénale. Bien, merci beaucoup à Laurence Rossignol d'être venue sur ce plateau. Il n'y a pas que la SNCF qu'Emmanuel Macron veut réformer, il y a aussi l'audiovisuel public. L'exécutif doit produire un scénario de transformation d'ici à la fin de 2018. Ces derniers mois, en coulisses, le travail avance, notamment chez les sénateurs. Noémie Ouira. C'est un des nombreux chantiers de l'exécutif, la réforme de l'audiovisuel public. Le projet de loi pourrait être fortement inspiré du rapport de 2015 coécrit par les sénateurs Jean-Pierre Leleux et André Gattolin. L'objectif, tout d'abord, renforcer l'audiovisuel public au niveau local, en créant plus de programmes régionaux et grâce à une possible collaboration entre les rédactions régionales de France 3 et France Bleu. Ensuite, mettre en avant la culture et la jeunesse, en rapprochant France Télévisions, Radio France, France Média Monde, l'INA ou Arte, et en créant une offre culturelle numérique commune. Autre point, faire des économies en diffusant uniquement certaines chaînes au format numérique. France O, France 4 ou encore France 5 pourraient être concernées. Enfin, élire un président commun pour les médias publics. Cette nomination pourrait être à l'avenir confiée au conseil d'administration de chaque groupe. Après concertation, certaines de ces mesures seront inscrites dans la loi audiovisuelle prévue début 2019. Et on va retrouver Saveria Rojek avec le sénateur LR des Alpes-Maritimes, Jean-Pierre Leleux, auteur d'un rapport sur l'avenir de l'audiovisuel public avec André Gattolin. C'est à vous. Bonjour, Monsieur Leleux, merci de répondre à nos questions. Vous avez donc hier représenté devant la Commission de la Culture votre rapport, un rapport sur le financement, l'audiovisuel public. Que contient ce texte dans les grandes lignes? Je rappelle que le gouvernement va bien sûr s'en inspirer pour l'actuelle réforme de l'audiovisuel public. Voilà, c'est un peu pour cette raison qu'on a actualisé notre présentation devant la Commission de la Culture. D'abord, la première question qu'il faut se reposer est la suivante. Dans une pléthore de canaux d'information et de contenus qui désormais sont à la disposition du grand public, quelle est l'utilité et existe-t-elle d'un service public? Et dans cette condition, qu'est-ce que ce service public doit apporter à la population? À cette question, je réponds résolument oui, bien sûr, à la condition qu'on redéfinisse sa mission et qu'on la rende plus proche des citoyens. Dans le rapport, nous traitons trois ou quatre grands sujets. Voilà, vous parlez de 3 étapes, c'est ça, pour aboutir à la création de France Média. Il y a 3 étapes, mais qui concernent eux-mêmes 3 grands domaines. Le premier est celui de la structure de l'audiovisuel public, le deuxième celui de la gouvernance, le troisième son financement et aussi son contenu ainsi que la différenciation qu'il doit avoir vis-à-vis du paysage. Jean-Pierre Leleux, quel pourrait être le calendrier de cette réforme de l'audiovisuel public? On sait qu'à son habitude, le chef de l'État Emmanuel Macron veut aller vite. Est-ce que vous avez aujourd'hui une idée du calendrier de cette réforme? Quand nous avions élaboré le rapport, nous avions prévu 3 étapes qui devaient se terminer en 2020. Mais c'est un rapport qui date de fin 2015 et que rien n'a été fait depuis. Donc il nous semble qu'on peut rétrécir, s'il y a une loi volontariste, on peut rétrécir ce calendrier, mais il faudra quand même du temps parce qu'il est bien beau de parler de propositions, après il faut mettre en œuvre, écrire, et c'est un peu plus compliqué. Donc, je crois que c'est possible dans un délai de 2 ans. Mais est-ce que vous croyez que d'ici le début de l'été par exemple, la réforme peut être mise sur les rails, en particulier la réforme du mode de nomination des patrons de l'audiovisuel public? Si on doit segmenter notre projet ou le projet du gouvernement en plusieurs lois, oui, pourquoi pas? Il y avait, avec mon collègue Gattolin, un projet de loi, une proposition de loi qui concernait la nomination des présidents. C'est assez simple, mais c'est un des volets, et ce n'est pas le seul, et il n'est pas suffisant. Donc, si vous voulez, moi je préconise, et nous préconisons, une réforme de fond qui traite l'ensemble des sujets de l'audiovisuel public, dans le panorama général de l'audiovisuel, y compris le privé, et à ce moment-là, une fois qu'on aura tout traité, on va mettre en place le calendrier. Si on veut une réforme durable, il faut qu'elle prenne un peu de temps pour qu'on la rédige. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup.
Merci à vous, Saveria. Ce sera la première épreuve de force sociale pour le gouvernement et pour les syndicats, l'occasion aussi de jauger la mobilisation. Demain, fonctionnaires et agents de la SNCF sont appelés à manifester avant le début d'une grève perlée que la CGT pourrait d'ailleurs contourner pour paralyser le trafic. Les explications de Jérôme Rabier. Ce n'est qu'un avant-goût du grand mouvement de grève prévu à partir du 3 avril prochain. Et pourtant, les perturbations seront déjà importantes demain sur le réseau SNCF. Seul un quart des trains intercités circuleront, 40% des TGV, un TER sur 2, et en Île-de-France, seulement 30% des trains circuleront. Une mobilisation importante alors même que la CGT cheminot n'a pas appelé à la grève pour cette journée, préférant miser sur le grand mouvement qui débutera à partir du 3 avril. Une grève prévue en pointillé, 2 jours de mobilisation suivis de 3 jours travaillés, et ce jusqu'à fin juin. Mais un mail interne à la CGT cheminot dévoilé par le journal Le Parisien demande aux adhérents de perturber le trafic ferroviaire, y compris lors des jours travaillés, inadmissible pour le patron de l'entreprise publique. Qu'il y ait grève, c'est un droit constitutionnel. Mais lorsqu'il n'y a pas grève, il faut que tout le monde fasse ses efforts pour que le service public fonctionne pour les 4,5 millions de voyageurs quotidiens. Je trouve ça très grave. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Face à ce mouvement d'ampleur annoncé, la SNCF tente de s'organiser, notamment en empêchant de réserver des billets sur les jours de grève programmés. Une bonne décision pour la ministre des Transports. Je pense qu'il faut que la SNCF puisse avoir plus de visibilité sur le plan de transport qu'elle saura assurer pour ces jours-là, avant de vendre des billets aux voyageurs qui pourraient être en difficulté si effectivement ils n'ont pas de train. Le gouvernement attend désormais de voir l'ampleur des premières manifestations et vante sa volonté de dialogue avec plus de 70 réunions prévues avec les organisations syndicales. Pas sûr que cela suffise à démobiliser les cheminots qui se préparent à tenir sur la durée. Et parmi les mesures qui inquiètent dans cette réforme du rail, une concerne l'ouverture à la concurrence. À partir de 2021, des opérateurs privés pourront faire rouler leurs trains sur le réseau ferroviaire français, conformément d'ailleurs au calendrier fixé par l'Europe pour libéraliser le secteur. Au Sénat, une proposition de loi sera examinée la semaine prochaine. Fabien Recker. C'est la fin du monopole de la SNCF. Bientôt, les usagers du train auront le choix entre l'opérateur historique et des opérateurs privés, comme c'est déjà le cas chez certains de nos voisins européens. Alors, selon quel calendrier? L'ouverture à la concurrence sera effective en janvier 2021 pour les lignes TGV et au plus tard en 2023 pour les lignes conventionnées, comme le TER ou les intercités. Les régions qui organisent le service TER sur leur territoire pourront formuler des appels d'offres dès 2019. Pour les lignes commerciales comme le TGV, en revanche, l'Europe prévoit l'open access. En clair, un accès libre et total aux nouveaux entrants, avec un risque de déséquilibre qu'une proposition de loi du Sénat entend encadrer. On risque d'avoir pléthore d'opérateurs sur Paris-Lyon et plus aucun opérateur sur Dijon-Besançon par exemple. La solution, c'est de mettre un certain nombre de barrières, un certain nombre de garde-fous pour que des contrats de service public puissent être conclus de manière à ce qu'il y ait des dessertes ferroviaires TGV qui ne se traduisent pas par des dessertes en moins. Le volet social de l'ouverture à la concurrence s'annonce également sensible, en plein débat sur le statut des cheminots. Des personnels de la SNCF pourraient en effet se voir basculer contre leur gré vers un employeur privé. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Fanny Arave. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, administratrice UNSA ferroviaire au CA de SNCF Réseau. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Marc Fressoz, bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé des transports chez Contexte. Et puis deux sénateurs. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Longeau. Vous êtes sénateur centriste du Doubs. Vous êtes le rapporteur de la proposition de loi d'Hervé Maurey dont on va parler. Et puis Marcel Bourquin, bonjour, sénateur socialiste du Doubs. Première question pour vous, Fanny Arave, puisqu'on a vu effectivement le Sénat se saisir de cette question de l'ouverture à la concurrence. Il y a nécessité d'un rééquilibrage selon vous ? Oui, tout à fait, parce qu'on l'a bien vu pour les lignes à grande vitesse, les grandes lignes, donc dans la solution qui semble-t-il préconisée, qui est de l'open access. Donc il y a un besoin quand même de garantir des dessertes donc, aux voyageurs qui ne sont pas forcément les plus rentables. Donc pour ça, il y a plusieurs positionnements possibles. Ça peut passer par de tarification d'infrastructures un peu adaptée qui pénalise moins des dessertes qui sont peut-être un peu moins rentables en nombre de voyageurs et de capacité financière des voyageurs eux-mêmes. Et il y a les deux options. Il y a la notion
de service, de mission, la notion de tarif aussi, et effectivement une possibilité de contrat pour un peu imposer finalement un minimum de services obligatoires, on va dire, de services publics pour assurer les dessertes, notamment des villes moyennes. Jean-François Longeau, quel est l'objectif poursuivi par ce texte? L'objectif poursuivi par la PPL émanant d'Hervé Moret et de Louis Nègre, c'est effectivement l'aménagement de notre territoire. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, d'abord parce que nous sommes sénateurs et nous sommes élus des territoires, donc il faut que nous prenions en compte ces territoires. Et ce matin, en commission d'aménagement du territoire, j'ai proposé un amendement qui a été adopté d'ailleurs à l'unanimité, sur le fait de se dire, si vous avez, comme dans l'appel d'offres, si vous avez comme lot, par exemple, Paris, Marseille, eh bien, dedans, on vous dira, effectivement, il faut aller jusqu'à Nice. Parce qu'il ne faut pas, ce que disait Hervé Moret dans votre reportage, il ne faut pas que les opérateurs se penchent uniquement sur les lignes qui sont des lignes bénéficiaires, mais il faut aussi que ces opérateurs puissent prendre en compte les lignes non bénéficiaires. Et pourquoi cet amendement? C'est tout simplement parce que on ne peut pas non plus prendre en otage le public qui, sur l'exemple que j'ai pris, Paris-Marseille, descendrait à Marseille, irait sur un autre quai, attendrait un TER ou un TET pour se retrouver à Nice 1 heure ou 2 heures après. Je crois qu'il faut qu'on continue à avoir un service de qualité au service de nos concitoyens et à la desserte de nos territoires. Marc Fessos, vous pensez que les sénateurs vont pouvoir tordre le bras des opérateurs dans ce contexte justement de libéralisation du secteur? On va pouvoir leur imposer des trajets alors qu'on a vu avec le rapport Spinetta que certaines petites lignes n'étaient pas rentables. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le cadre est fixé, on le connaît. Hein, Bruxelles dit il va falloir ouvrir le TGV à la concurrence et le TER à la concurrence. La question, c'est plutôt est-ce que le Sénat va tordre le bras au gouvernement, puisque en fait, il y a une compétition, il y a la tortue d'un côté, c'est le Sénat qui a lancé sa proposition de loi, sa réflexion à la fin du quinquennat Hollande. Et là, on a le gouvernement qui veut faire très vite avec une des ordonnances, et qui n'est pas d'accord avec le Sénat. En gros, il y a deux écoles. La SNCF et le gouvernement disent qu'il faut que ce soit une concurrence en open access, c'est-à-dire que il y a déjà la SNCF qui exploite Paris, Marseille, Nice, et demain, il faut permettre à d'autres d'arriver, de les concurrencer, lancer leur train. Et on sait que celui qui est déjà en place, il a un avantage parce que l'autre, il ne connaît pas le marché, il doit acheter des trains, former des cheminots, etc. Et le Sénat dit c'est dangereux parce que en fait, si on fait ça, les opérateurs vont aller vers les dessertes les plus riches, en fait. Tout à fait. Et du coup, il y a l'idée de faire des franchises, enfin d'attribuer, si on comprend bien, à des groupes. Mais du coup, c'est risqué aussi, parce que c'est risqué pour la SNCF parce qu'un opérateur étranger, je sais pas, la Deutsche Bahn ou Trenitalia peut faire une offre très compétitive avec des coûts très bas et remporter la desserte de toute une région. Du coup, voilà, on sait pas. Enfin, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Marcel Bourquin, c'est vrai que les régions auront un choix à faire. Le risque, c'est qu'elles aillent au plus offrant. Vous me permettez déjà une remarque. Est-ce que l'ouverture à la concurrence est la bonne solution? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Nos barrages, et ainsi de suite. La totale. Tous les services publics, un jour ou l'autre, vont demander de mettre en concurrence nos écoles. C'est quoi ce travail? Vous avez vu ce qui se passe dans les hôpitaux? Le système anglais qui a tout privatisé, vous avez vu dans l'état où il est? Il se pose la question aujourd'hui de le renationaliser. Et donc, déjà qu'on ait un débat sur cette question. Première question. Il n'a pas eu lieu ce débat. Mais non, il n'a pas lieu. Marcel Bourquin. J'ai l'impression que l'Europe ne sait plus réfléchir uniquement que par concurrence. Et la vraie question aujourd'hui, c'est ce que disait Jean-François Longeau tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une concurrence effrénée sur les lignes les plus rentables et le reste du territoire. Fini. Il y aura des bus Macron à la place. Et ça, je vous le dis, si on laisse faire, nos services publics seront dans un état de démantèlement total. Moi, je comprends les cheminots qui se battent contre et je les soutiens aujourd'hui. Ils ont raison. Présenter le statut des cheminots comme un chiffon rouge en disant à la population en entier, vous vous rendez compte des avantages qu'ils ont alors qu'on vient de verser 5 milliards aux plus riches dans la dernière loi de finances et on présente un cheminot qui gagne environ 2000-2500 € par mois comme un privilégié. On est où là ?
On va revenir à des fondamentaux à peu près normaux. Est-ce que l'ouverture à la concurrence, c'est forcément synonyme de dégradation de la qualité du service public? L'ouverture à la concurrence n'est absolument pas adaptée au ferroviaire. On est dans un système monopolisé. Ça a déjà été fait pour le fret, pourtant, Fanny Araf, ça a déjà été fait oui, pour le fret. Avec quel résultat? On est dans un système extrêmement capitalistique, avec des contraintes techniques de sécurité très importantes, et on est sur des systèmes capacitaires limités. On n'est pas des électrons ou des ondes, on n'est pas substituables, on n'est pas des petites cuillères productibles à l'infini. Donc, dans ces conditions-là, on a effectivement une ouverture qui ne peut se faire que par des dégradations, parce qu'on est sur des formes de contraintes avec des coûts de transaction, même en termes de la théorie économique, sans vraiment être rationnel économiste. C'est effectivement une gabegie financière. On va substituer donc des services qui aujourd'hui marchent par une péréquation plus ou moins reconnue. On va le transformer en subventions publiques qui vont ne faire qu'augmenter. Qui vont faire commenter ce qu'on va avoir quoi 2-3 entreprises. Je suis vraiment pas persuadée que 3 entreprises en situation d'oligopole privé soient tellement plus vertueuses qu'un monopole public. Et je suis persuadée qu'on va avoir au fur et à mesure les demandes de subventions des collectivités locales augmenter, les frais de transaction d'avocats, de juristes assez conséquents, et pour un service qui va au fur et à mesure se limiter, parce que finalement, telle desserte n'est pas si rentable. Est-ce qu'on est vraiment content de ce qui se passe sur les autoroutes? Est-ce qu'on est tellement conscient de ce qui se passe sur l'eau? Faisons le Rex. Cette ouverture à la concurrence, elle est responsable de tous les maux, selon vous? On ne peut plus vraiment faire marche arrière sur ce point. Je ne sais pas si elle est responsable de tous les maux. Simplement, l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, il est pour moi, malheureusement, devenu inéluctable. C'est l'adoption du 4e paquet ferroviaire qui a eu lieu en 2016. Nous sommes en 2018. Alors effectivement, on peut se poser la question de se dire comment on fait pour remettre en cause ce qui s'est décidé en 2016. Ou de se dire, maintenant on y est, on ne fait rien, ou alors on anticipe, on essaie de préparer au mieux cette mise à la concurrence et on fait un certain nombre de propositions. Je crois que c'est ce qui est dans la PPL qui sera soumise au Parlement le 28 mars prochain. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, que cette PPL soit inscrite à l'ordre du jour des débats du Sénat, c'est qu'il y aura un débat, qu'il y aura des propositions. Ce matin, le débat en commission d'aménagement du territoire était excessivement riche, excessivement riche. Il y a eu des propositions qui étaient des propositions très sérieuses. Et je ne sais pas si aujourd'hui, effectivement, le constat, Martial Bourquin a raison, vous avez raison, mais le constat, mais aujourd'hui, il est qu'il y a une ouverture qui est celle de l'adoption du 4e paquet ferroviaire. Et donc, je ne vois pas comment on fait. Avec la fin du monopole SNCF, Martial Bourquin, quand même, vous voulez une révélation aujourd'hui, un scoop? Allez-y. L'eau, chez nous, le fait de la passer en DSP passe par des appels d'offres et tout cela. Elle est à la concurrence. Est-ce que vous savez qu'en Allemagne, l'Allemagne a refusé mordicus de mettre ça en concurrence? Ce ne sont que des régies publiques. Lorsque la question est venue, puis que des grandes entreprises comme Veolia ou d'autres ont proposé, ils ont refusé. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir, pour l'Europe, parce que je suis européen, et je pense qu'une grande partie de nos problèmes vont se régler en Europe, mais qu'on arrête avec cette alpha et d'oméga de la concurrence libre et non faussée. Je pense que ce que fait la Suisse aujourd'hui, ils sont à 8 km de chez moi. Ils ont un réseau extraordinaire qui irrigue les villages, les petites villes, les villes moyennes. Plusieurs compagnies. Avec plusieurs compagnies, mais dirigées par une compagnie publique, publique, et avec des investissements très importants. Le problème, où il est le problème? Parce qu'on essaye de mettre le problème, la faute de parfois des problèmes de transport sur les cheminots. On a mis sur le tout TGV. On a laissé tomber les petites lignes. On les a fermées une par une. Et on a manqué d'investissement sur le réseau ferroviaire. Aujourd'hui, au moment où nous avons une crise concernant l'environnement extraordinaire, est-ce que nous allons nous décider de dire dans ces infrastructures ferroviaires, nous avons besoin la SNCF avant cette libéralisation? Parce que, en fait, la SNCF, c'est un service public auquel les Français sont attachés, mais qui se rabougrit. Parce que ça coûte de plus en plus cher. En fait, il y a un truc, il y a une notion qui s'appelle l'inflation ferroviaire.
C'est-à-dire les coûts de fonctionnement de la SNCF sont supérieurs aux coûts de la vie normale. Donc ça veut dire que les salaires augmentent, les coûts de structure augmentent plus vite que l'inflation et que donc on ne peut pas demander aux clients. On ne peut pas, comme l'avait fait la SNCF pendant des années, augmenter les tarifs du TGV plus que l'inflation normale. À un moment donné, les gouvernements ont dit à la SNCF stop. C'était quand Ségolène Royal est intervenue, a dit voilà. Donc du coup, comme la SNCF coûte de plus en plus cher, il faut faire en sorte qu'elle maîtrise ses coûts pour être plus forte et éviter ce que tous les élus dénoncent, c'est-à-dire la fermeture des petites lignes. En même temps, vous disiez on a fait du TGV, mais c'est vous aussi. Tous les élus ont demandé du TGV. Donc vous avez poussé l'État, la SNCF à investir des milliards dans des lignes à grande vitesse pour que vos villes soient reliées. Et aujourd'hui, vous vous dites on ferme les petites lignes, quel dommage. Non, ça ne devait pas être au détriment. On pouvait avoir un projet TGV sur certaines grandes lignes et avoir un projet de desserte globale. On a peut-être été trop gourmand. Je voudrais qu'on entende de Fanny Arave, puisque vous parliez de la question des tarifs. C'est intéressant aussi. Aujourd'hui, on voit bien que la situation de monopole de la SNCF conduit l'usager à ne pas avoir le choix dans les tarifs. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être aussi à une baisse des tarifs avec l'ouverture à la concurrence? Vous croyez sérieusement? Non. Non. Aujourd'hui, les tarifs voyageurs aujourd'hui sont quand même pas mal encadrés. Alors, et jusqu'à présent, la SNCF n'a jamais été jusqu'au plafond de l'encadrement. Mais les tarifs sont encadrés. Il y a également des certaines quantités de sièges qui sont attribués à un certain nombre de tarifs sociaux. Moi, je ne sais pas quels va devenir ces tarifs sociaux. On a toute une gamme tarifaire qui permet, suivant le temps qu'on prend en avance ou pas pour le TGV, un peu ce modalier de management, mais qui est un management un petit peu contrôlé. Moi, de ce que j'ai pu comprendre, on semble aller plutôt vers une tarification totalement libérée. Personne ne parle des tarifs sociaux, de leur devenir. Les tarifs sociaux, mais aussi des contrats avec des grandes entreprises ou des services publics, comme des contrats qui existent par exemple avec la gendarmerie ou la défense. Alors, on ne sait pas quel sera le devenir de ce type de tarif. Donc, moi, je suis à peu près sûre qu'il y aura des augmentations de tarifs. Il n'y a aucune raison. Alors ça dépend, sur une ligne. Dans certains pays où justement il y a eu cette ouverture à la concurrence, si on prend la Grande-Bretagne ou l'Italie, ça a eu des conséquences différentes sur la baisse des prix. Angleterre, plus de 60%. C'est quand même un tarif... en Italie, ça a baissé. En Italie, ça a baissé parce que l'infrastructure a baissé. Le péage a baissé de 40% en même temps que l'ouverture à la concurrence. Donc automatiquement, comme les péages font partie du coût total, ils ont pu baisser d'autant le tarif de sortie. Et en fait, il faut vraiment faire très attention dans ce que l'on met en compte dans ce qu'on appelle le coût de l'exploitation. Est-ce qu'on parle de la tarification d'infrastructures qui sont dedans? À quel niveau? Est-ce qu'on parle des coûts structures, des coûts de masse salariale? Moi, j'ai un exemple. On parle pour réseau, par exemple, de la masse salariale à peu près équivalente en termes de montant au montant des achats. Parce que oui, le rail coûte cher, le fer, il y a eu des hausses de métaux, et ça à prendre en compte. Et la qualité aussi du réseau. Ça coûte moins cher d'exploiter un réseau qui marche bien. Comme on l'a été dit, en Suisse, ils ont mis 10 fois plus que nous pendant des années sur l'infrastructure. En Allemagne, entre 3 et 5. Là, ils ont lancé un plan de 15 milliards. Cette année, 9 milliards. La libéralisation du secteur. C'est un débat biaisé. Oui. On a un débat biaisé. On a un débat biaisé. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met le chiffon rouge des cheminots, on dit que la concurrence l'ouverture à la concurrence va tout régler. Je pense comme madame qu'on risque de se retrouver avec des billets plus chers, un service moins bon. L'Angleterre est le cas vraiment qu'il faut montrer en évidence parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quasiment une idéologie, une pensée unique. La concurrence va tout régler. C'est pas vrai, elle ne règle pas tout. Mais je ne sais pas, Martial, si la concurrence, effectivement, va tout régler. Mais qu'est-ce qu'on a réglé comme problème aujourd'hui? On a SNCF Réseau qui a 50 milliards de dettes, qui prend à peu près 1 milliard de dettes chaque année. On ne l'a pas réglé, et on n'est pas en mesure de le régler aujourd'hui. On a effectivement l'ensemble des pays ont repris leurs dettes. Tout mis sur le TGV. Ont repris leurs dettes. Et moi, je rejoins ce que vous disiez tout de suite sur le TGV. Je crois qu'il faut aussi que de temps en temps, nous les élus, on assume un certain nombre de responsabilités. On a voulu relier Bordeaux à Paris, Strasbourg à Paris, et on a voulu faire effectivement des grandes lignes qui vont vite. Vous allez en 1h30 de Strasbourg à Paris, c'est parfait. Mais tout ça, c'est de l'argent qu'on a investi, parfois de l'argent qu'on n'avait pas. On a investi, et qu'est-ce qu'on a fait? On a abandonné les petites lignes. Et je crois qu'il faut aussi, dans ce dossier,
il est vraiment pour moi impératif que dans le cadre de cette réforme qui me paraît être une réforme majeure, de permettre aux différents acteurs, dont l'opérateur historique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'opérateur historique peut se préparer effectivement à cette ouverture dans les meilleures conditions. Mais je crois qu'il faut qu'on prenne en compte l'ensemble du territoire. Est-ce que nous n'avons aujourd'hui, il faut qu'on l'assume, je partage ce que vous dites, il faut qu'on assume aussi le fait qu'on a eu une politique, alors elle était bonne ou elle n'était pas bonne, parce qu'au moins on a ces grandes lignes TGV. Eh bien le débat aura lieu dans l'hémicycle la semaine prochaine, en attendant la mobilisation de demain. Merci à vous d'être venu en parler sur ce plateau. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.